NordVPN. Une NordVPN par ici, NordVPN par là. C'est pour ça que je suis heureux. Bon, vous savez déjà, mais c'est 70% de réduction, un mois gratuit, le code Linguistica, tout ça. Hein. Tu vis en Chine? Eh bien, utilise VPN YouTube. VPN pratique téléchargement. Ça marche aussi en France. Bon, là, il n'y a pas le plan d'allant, mais c'est notamment pour l'histoire de porno, là, etc. Tout ce qui se passe en France en ce moment, c'est chaud du cul. Les données sont chiffrées. C'est pas cher. C'est bien. Le service client, tout le temps. La semaine, les jours. Tu peux l'avoir sur le téléphone. Ma vie, c'est de la merde. T'attends quoi, là? J'ai pas bien vendu le produit que je vends? NordVPN? Bon, je m'en remets à vous, hein. Achetez! Pour beaucoup, ça a été dur, et pour beaucoup, le confinement, ça ressemble à ça. De l'isolement, tout seul. Tout ça. Bon, c'est en train de se tasser. Pour certains, ça n'a pas été facile, j'imagine. Bon, pour moi, j'ai de la chance. Moi, j'ai de la place. Je bosse à domicile. Donc, j'ai pas à me plaindre. C'est marrant parce que ça m'a fait penser à un truc, c'est que on parlait des tribus isolées dans la dernière vidéo. Et à quel point leur langue, elle était unique et singulière. Du coup, la question que je me pose, c'est... l'isolement change-t-il notre façon de parler? La réponse est oui, mais peut-être pas de la façon que vous l'imaginez, parce que l'isolement, ça prend plein de formes différentes aux conséquences qui, de fait, s'illustrent différemment. Je n'ai pas de statistiques sur la composition des foyers durant le confinement en France, je vais donc me baser sur mon expérience personnelle. Il semblerait qu'hormis les célibataires vivant seuls et donc confinés seuls, beaucoup se sont retrouvés confinés en colocation, en couple, même s'ils ne vivent pas d'ordinaire ensemble, et beaucoup ont tout simplement retrouvé leur famille. Autour de moi, beaucoup de jeunes actifs ont par exemple fait le choix de se confiner avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs parents au village en Haute-Marne. J'ai envie d'établir comme postulat que pour une majorité de la population, le confinement s'est fait à 2 adultes, ou plusieurs éventuellement, avec un ou plusieurs enfants éventuellement. Et il n'en faut pas beaucoup plus pour tenter de voir en quoi cela peut avoir un impact linguistiquement. Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué un principe général que ma prof de sociolinguistique nous répétait. Plus on communique et plus on converge, moins on communique et plus on diverge. Dans le cadre du confinement, qui impose donc une cohabitation totale avec les autres confinés du foyer, force est de constater que ce premier principe entre en jeu. Vous allez vous mettre à parler comme votre coloc, comme votre moitié, comme vos parents, et eux, comme vous. Comme nous parlons chacun d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle l'idiolecte, cette convergence peut donc tout simplement découler d'imitations mutuelles de vos façons de parler. Mais elle peut aussi émaner d'une évolution commune, par le partage de nouveaux codes, de nouveaux termes, la dérivation de mots qui deviennent alors des private jokes ou des rêves communes, etc. Les couples connaissent bien ces particularités, surtout les plus fusionnels. Bah ouais, ils ont leurs petites habitudes, leurs petits mots doux, leurs phrases si banales ayant pourtant pour eux tout un autre sens. Mais ce confinement, il est à double tranchant. Moins on communique entre nous, dans la rue, chez nos potes, au bar, en soirée, plus on diverge linguistiquement parlant. Le confinement va-t-il alors morceler la langue française? Alors, sur une échelle de temps aussi réduite, aucune chance vraiment, hein, rassurez-vous. Le confinement participera peut-être même à la diffusion de codes linguistiques à travers les couches sociales et les générations au sein des foyers hétérogènes. Certains habitués à leurs groupes sociaux, de leur âge et de leur milieu, en profiteront peut-être, bien souvent malgré eux, à la diffusion de leurs codes auprès de leurs parents ou de leurs enfants par exemple. Cela dit, il y a des cas où l'isolation d'une communauté sur une durée relativement faible à l'échelle de l'humanité a conduit à de la divergence linguistique qui est aujourd'hui perceptible et documentée. Les frontières produisent typiquement ce genre de résultats, notamment les plus marqués. La Corée est un bon exemple. En 1945, la Corée est libérée et divisée en 2 zones séparées par le 38e parallèle. Cette division, en principe temporaire, débouche cependant sur l'apparition de 2 États, un au nord sous influence soviétique et l'autre au sud sous influence américaine. Chacun des 2 États se considère comme le légitime souverain de la péninsule et cherche la réunification sous sa direction. En 1950, alors que les Américains ont évacué le sud, l'armée du Nord franchit le 38e parallèle. Alors qu'elle occupe rapidement la quasi-totalité de la péninsule, l'ONU condamne l'agression et 16 pays interviennent pour contre-attaquer, parmi lesquels figurent les États-Unis, ça vous le saviez, mais il y a aussi le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, la Belgique et la Turquie notamment. Oui, vous l'ignoriez peut-être, mais votre pays est très certainement intervenu. 3 ans et 5 millions de morts plus tard, sur les 30 millions qui habitaient alors la péninsule, et c'est quand même pas mal, la frontière entre les 2 Corées se stabilise autour de son tracé actuel qui devient une zone démilitarisée infranchissable. On y compte aujourd'hui plus d'1 million de mines, surveillées par plus d'1 million de soldats. Quand même. Aujourd'hui, le coréen parlé au sud et au nord n'est plus tout à fait le même. Ils s'écrivent même sensiblement différemment, et ce dès 1954 lors de la révision orthographique en Corée du Nord. Aujourd'hui, même l'ordre alphabétique est différent de part et d'autre de la frontière. La prononciation aussi est impactée. Elle varie légèrement entre nord et sud puisque chacune des 2 Corées a pris comme référent le parler de sa capitale. Si vous vous appelez Lee dans le sud, vous vous appelez Ri dans le nord.
De manière générale, le coréen du Nord est plus conservateur. Sur le plan lexical, indéniablement, la différence réside dans les emprunts. Le Sud a connu beaucoup d'apports du japonais et de l'anglais, tandis qu'au Nord, les emprunts sont rares, l'isolement oblige. Notons aussi que la péninsule coréenne et la guerre de Corée ne se disent pas de la même façon de part et d'autre de la frontière. Bon, malgré tout, les différences n'empêchent pas vraiment aux Coréens du Nord et du Sud de communiquer. Mais la divergence est bien présente. Lorsque les deux Corées décident d'associer leurs équipes de hockey pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, ça a été un problème, parce que le lexique de ce sport est dans le Sud essentiellement emprunté à l'anglais, un lexique inconnu des gens du Nord qui utilisent des néologismes coréens. Cette divergence colle aussi à la peau des gens du Nord passant au Sud, qui sont régulièrement confrontés à des problèmes de communication et des problèmes d'intégration. Alors cet exemple, moi, il me rappelle quand même beaucoup l'Allemagne, qui était séparée par le rideau de fer entre l'Est et l'Ouest. Un temps que les plus vieux d'entre nous ont bien connu, mais pas moi qui suis né en 1991 dans une société où l'URSS n'existait déjà plus. La frontière qui suit la zone d'occupation soviétique est surveillée dès l'armistice mais demeure encore franchissable. En 1952, devant la fuite du personnel qualifié qui passe à l'ouest, la RDA instaure un no man's land de 5 km de large et une clôture barbelée pour imperméabiliser son territoire. Cette frontière tombe en 1989, l'Allemagne est réunifiée en 1980. Mais toujours est-il que cette frontière a divisé le pays pendant près de 40 ans. Et même si c'est pas grand-chose à l'échelle des temps linguistiques, on l'aperçoit encore à travers des différences lexicales. Parce que la propagation des régionalismes ou leur recul s'est heurté physiquement au barbelé, chaque région s'est homogénéisée, souvent autour de termes absents ou minoritaires de l'autre Allemagne. Bien que cette frontière n'existe plus aujourd'hui, et ce depuis 30 ans déjà, elle demeure bien présente linguistiquement et s'illustre par la manière de dire l'heure, de parler de boulettes, ou de parler de pancake. Personne n'aurait cru qu'un pays comme l'Allemagne puisse être divisé sur des questions gastronomiques. On pourrait finir sur l'Inde et le Pakistan. Depuis la partition de l'Inde en 1947, l'hindoustani est considéré comme divisé en deux langues distinctes. L'ourdou d'un côté, écrit en abjad arabe, et l'hindi de l'autre, écrit en devanagari. C'est donc très récent. D'ailleurs, fun fact, le nom du pays Pakistan est lui-même une création récente. Il serait à l'origine un acronyme reprenant les mots des régions historiques du nouvel État. Pendjab, Afghana, Cachemire, Indus-Sindh, Baloutchistan. Le suffixe stan, ou stan par ailleurs, signifie simplement pays en persan. Aujourd'hui, comme chacune des deux variantes est associée à l'identité d'un État qui cherche à se démarquer de l'autre, chaque standard prend un chemin différent. L'ourdou comporte beaucoup de vocabulaire arabe et persan, tandis que l'hindi pioche dans le sanskrit dont il dérive à l'origine. Pour chacune des deux variantes, notamment dans la langue formelle et académique, on a tenté de purger le lexique qui servait de modèle à l'autre. On a alors cherché à éliminer les mots d'origine persane en hindi et les mots savants empruntés au sanskrit en ourdou. Pour autant, les différences sont faibles et l'on s'y réfère encore largement à de l'hindoustani en linguistique. Ourdou et hindi ne sont d'ailleurs pas toujours distingués dans les grammaires, qui sont souvent identiques et communes aux deux langues. La division est politique et elle s'exprime surtout au niveau du lexique. En Inde, le standard ourdou est très utilisé dans le cinéma, notamment pour les chansons des films bollywoodiens, et il est enseigné dans plusieurs états indiens sous son écriture arabe. De la même façon, à la télévision pakistanaise, il est courant de voir des films doublés en standard hindi plutôt qu'en standard ourdou. Les frontières politiques marquent donc fortement et durablement les langues, même si elles n'ont pas existé bien longtemps et même si elles n'existent plus. Dans les pays centralisés, les divisions dialectales, et donc la diffusion d'innovations ou le maintien des archaïsmes, suit la plupart du temps des frontières politiques. La coutume des mariages entre membres d'une même entité politique conduirait entre autres choses à une certaine uniformité. L'école et l'administration jouent aussi un rôle. Par exemple, alors que la forme septante était autrefois très répandue en France également, notamment dans l'Est, et alors que l'on y trouvait même d'autres variantes comme 3-20-10, la répartition 70-70 épouse désormais les frontières politiques franco-belges et franco-suisses. Selon le dictionnaire des sciences du langage, là que j'ai là dans la main, qui est d'ailleurs, fun fact, le premier livre que je me suis jamais acheté avec mon propre argent quand j'avais 13 ou 14 ans, eh bien une nouvelle démarcation politique conduit en moins de 50 ans à une différenciation linguistique. Lorsque cette frontière disparaît enfin, les changements qu'elle a provoqués demeurent en revanche parfois pendant des siècles. C'est d'ailleurs particulièrement bien identifiable sur une carte dialectale de la Pologne. On devine assez bien là les frontières de 1936, puisque cette région correspond à la Prusse orientale, et celle-ci est la Silésie et la Poméranie. Ces territoires étaient germanophones avant l'annexion polonaise, qui est survenue après la Seconde Guerre mondiale, et avant l'expulsion du coup de leurs habitants, qui ont dû trouver refuge dans la Nouvelle-Allemagne. Celle qui était divisée en deux, là, dont on a parlé juste avant. C'était un peu le coup dur pour les Allemands de l'Est à l'époque. Vraiment coup dur. Comme les frontières politiques peuvent suivre des frontières naturelles, parce qu'il est plus commode pour un pays de défendre un fleuve ou de se protéger derrière une chaîne de montagnes, ces frontières naturelles deviennent aussi des frontières linguistiques. Pour autant, il semblerait que les frontières naturelles ne sont pas des obstacles en tant que tels. D'où l'aspect bordélique d'une carte dialectale de l'Allemagne, où aucune ligne ne semble ni suivre de montagne ni de fleuve identifiable. En fait, c'est parce qu'il faut chercher des frontières politiques disparues.
L'Allemagne était un patchwork de petits pays avant 1870 et on peut voir dans certaines démarcations l'influence de certains États aujourd'hui disparus. La différence entre les dialectes francicripuaires et mosellan, séparés naturellement par les monts Eifel, correspond en réalité aux aires de Cologne et de Trèves, qui étaient deux États puissants du Saint-Empire romain germanique. Tous ceux qui ont joué à Europa Universalis 4 savent très bien de quoi je parle. Mais toujours est-il que notre principe de base reste actif. Moins on communique et plus on diverge. Or si un fleuve n'est pas forcément un obstacle infranchissable, la mer, c'est déjà une autre histoire. Par exemple, aux îles Féroé, les différences dialectales suivent grosso modo la répartition géographique naturelle. On distingue les dialectes du nord et du sud selon une ligne qui suit bien la mer. La seule région où les isogloss ne suivent pas du tout le tracé naturel, c'est celle de Tórshavn, la capitale, centre névralgique de l'archipel, qui a certainement influencé les alentours avec sa propre variété par la voie maritime notamment. Par contre, imaginons désormais un océan, avec un départ sans retour, une rupture totale avec le milieu d'origine. Alors il y aurait plein d'exemples à évoquer, le gaélique irlandais importé à Terre-Neuve au Canada, les communautés galloises ou alsaciennes au Brésil, les Mongs en Guyane française, mais le cas le plus fascinant reste pour moi les Amish. Vous connaissez les Amish ? Il s'agit d'une communauté religieuse anabaptiste essentiellement américaine, mais qui à l'origine vient du canton de Berne en Suisse. Ils migrent une première fois en Alsace voisine où ils ne sont pas persécutés, mais en 1712, Louis XIV expulse cette communauté qui trouve refuge aux Pays-Bas et qui de là migre enfin en Pennsylvanie où William Penn, fondateur de la colonie et membre de la Société religieuse des Amis, les y invite. En Europe, les Amish se dissolvent dans les groupes ménonites, un autre courant chrétien réformé proche, si bien que la dernière congrégation Amish européenne disparaît en 1937. Aux États-Unis, en revanche, ils prospèrent et ils s'installent même dans d'autres États, comme l'Ohio ou l'Indiana. Même s'ils ne sont pas sur une île, ça n'aura échappé à personne, puisque l'Amérique est un continent, et c'est plutôt un très gros continent, et même s'ils ne vivent pas non plus dans les montagnes, de par leur idéologie et de par leur mode de vie, les Amish vivent complètement isolés de la société américaine traditionnelle. Ils ne participent pas au régime de sécurité sociale, ils ne cotisent pas pour la retraite, ils ne font pas l'armée et refusent d'être mobilisés d'ailleurs, peuvent également arrêter l'école plus tôt, et ils disposent même de leurs propres écoles et donc d'une scolarité dans leur langue maternelle. De fait, les Amish ont très bien conservé cette langue justement, qui est un dialecte de l'allemand issu de l'alémanique, et qui a dérivé localement pour former ce qu'on appelle le Pennsylvanisch. On comptait dans le sud de la Pennsylvanie 800 000 locuteurs de cette langue avant les deux guerres mondiales. La langue a perdu du terrain depuis, notamment à cause du sentiment anti-allemand aux États-Unis pendant les fameuses deux guerres mondiales, ayant mené à des lois et à une pression sociale cherchant à réduire l'usage. Paradoxalement, ces facteurs ont aussi contribué à son maintien et à son renforcement dans les communautés amish les plus religieuses et les plus conservatrices, qui utilisent cette langue pour l'office et pour la prière. Comme les Amish communiquent beaucoup entre eux, et ce malgré la distance géographique qui peut parfois séparer leurs différentes communautés, il s'agit d'un dialecte relativement homogène. Linguistiquement parlant alors, on a plein de petites communautés séparées qui font relativement peu état de divergence linguistique entre elles, mais qui ensemble divergent de leur langue d'origine et qui restent bien imperméables à l'anglais, pourtant omniprésent autour d'eux. Bon, sur ce dernier point, en revanche, il faut dire que les choses sont en train de changer avec la nouvelle génération de locuteurs, plus connectés et intégrés dans la société américaine. De plus, comme les Amish font beaucoup d'enfants et que ceux-ci restent pour la majorité d'entre eux dans les communautés Amish, cette langue est en pleine expansion. 350 000 personnes parlent cette langue actuellement et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Bon, refermons cette parenthèse passionnante sur les Amish pour revenir au sujet de base. Les frontières linguistiques, ça suit donc quand même pas mal les frontières politiques, qui elles-mêmes suivent souvent les frontières naturelles. Sauf que parfois, il y a des événements dans l'histoire qui faussent un peu la donne. Par exemple, qui peut me dire pourquoi à la petite gabacherie, en plein domaine occitan, on a cette tache de couleur là, qui est liée au dialecte de Poitevin-Saintongeais? Eh bien la réponse, c'est une réponse qui est assez similaire à celle qu'on pourrait vous donner aujourd'hui pour pas mal de choses. C'est une épidémie. Bon, je vous rassure, on va pas remettre le couvert avec le Covid, là, on en a assez bouffé là comme ça pendant toutes ces dernières semaines, et c'est sûrement pas fini en plus. Doit-on dire le Covid ou la Covid ? Eh bien, ce qui est intéressant déjà, c'est que par contre la peste, j'en ai jamais trop parlé, force est de constater que ça a eu son petit impact sur l'histoire linguistique de l'Europe. Petit impact, vraiment. Il se trouve que quand une maladie frappe fort et rapidement une région, ça peut en décimer la majorité des habitants, si bien que ça nécessite un repeuplement ultérieur, quoi. Il va falloir remettre des gens sur place. C'est ce qui s'est passé dans ce cas précis. Après une épidémie de peste au XVe siècle, des migrations organisées de populations originaires de la Saintonge viennent combler le trou démographique local, important leur dialecte qui remplace alors celui qui était parlé par les anciens habitants, qui sont morts. Et pour ceux qui restent, qui se font certainement assimiler. Ce genre de grosse migration, ça vient trahir et modifier un paysage linguistique qui autrefois collait avec les frontières naturelles. La Sardaigne, par exemple, est en cela particulière que la langue qui est parlée n'appartient ni aux langues romanes orientales, ni aux langues romanes occidentales. Elle forme son propre rameau du latin qui a épousé les contours de l'île. Alors si c'est vrai jusqu'au Moyen-Âge, la peste là vient aussi changer la donne. Après une épidémie qui laisse le nord dépeuplé, l'île devient la terre d'accueil de nombreux colons corses qui apportent leur variété dialectale, si bien que désormais, la frontière linguistique a bougé. Alors que la séparation entre le corse et le sarde passait par la mer Méditerranée, par les bouches de Bonifacio,
Elle passe désormais dans les terres sardes où quelques enclaves témoignent encore de cette histoire linguistique particulière. Par ailleurs, petit fun fact, on parle également une variété du catalan à l'Alguero, ville où l'on a expulsé la population sarde durant l'époque aragonaise pour y implanter des colons venus de Catalogne. Et voilà, c'est ainsi qu'on est passé d'une île linguistiquement homogène à une île où 3 rameaux de langue romane sont désormais représentés. Alors ce genre d'épidémie là, comme la peste, ça peut même littéralement faire disparaître une langue, si jamais on pousse jusqu'à l'extrême. Alors je vais pas parler de langues amérindiennes, peut-être que c'est ce que vous attendiez que je fasse, peut-être que c'est l'exemple qui vous saute aux yeux, mais faute de source, je vais pas le faire parce qu'il semblerait que nos maladies européennes aient peut-être, certes, pas mal joué dans la disparition d'une bonne partie d'entre elles, mais bon, les déportations et les réductions en esclavage des Amérindiens, ça a peut-être aussi été déterminant, et c'est un peu difficile de départager ce qui a été le plus gros coup dur, donc c'est peut-être pas les meilleurs exemples, du coup... Non, restons plutôt en Europe. Bon, toujours sur la peste, mais en Europe. Parce que quand vous conjuguez cette formidable maladie à la famine, vous avez une bonne chance de niquer toute une population. Et c'est ce qui s'est passé en Prusse orientale, région dont on a déjà parlé au début de cette vidéo d'ailleurs. Pendant la Grande Guerre du Nord, qui anime la mer Baltique au début du XVIIIe siècle, une épidémie de peste frappe les différents belligérants qui propagent la maladie les uns chez les autres via leurs armées, ou le commerce pour ceux qui décident de rester neutres. En Prusse orientale, la peste arrive en janvier 1709 dans la campagne de Königsberg, et elle gagne Danzig 2 mois plus tard. La ville met alors en place un confinement, qui n'est pas très efficace et qui conduit à la mort de la moitié des habitants avant la fin de l'année. Königsberg, capitale régionale qui est jusque-là passée entre les gouttes, est elle-même touchée au mois d'août lorsque des marins venus de Danzig apportent l'épidémie par la mer. Le gouvernement local s'exile et un confinement est là aussi mis en place, avec un certain succès, on peut le dire. Le pic épidémique survient en octobre, moment à partir duquel le nombre de cas commence à réduire. En revanche, le relâchement des mesures sanitaires conduit à un retour de flamme et donc à une flambée du nombre de cas au cours du mois suivant, obligeant à une mise en quarantaine totale de la ville entre le 15 novembre et le 21 décembre. Un quart de la population de la cité passe l'arme à gauche. Mais contrairement au centre urbain, les campagnes ne sont pas concernées par ces mesures qui visent à endiguer l'épidémie. En Prusse orientale, la dysenterie, le typhus et la famine ont déjà bien fragilisé le milieu paysan qui doit désormais faire face à cette nouvelle maladie. Le coup dur. La moitié des victimes vivaient autour de Memel, Instenburg, Tilsit et Ragnit. La Mazurie est également très touchée. Au total, 10 000 fermes se retrouvent désertées. Or, ces territoires correspondent justement aux régions où l'allemand était encore minoritaire. On y trouvait beaucoup de paysans lituaniens, notamment en Mazurie typiquement, mais aussi l'essentiel des locuteurs du vieux prussien, la langue baltique historique et originaire de la région. Le coup est dur pour ces populations. Le nombre de villages lituanophones passe de 1830 à 35. Et le vieux prussien, disparaît purement et simplement. Pour repeupler ces territoires, 14 000 paysans luthériens de langue allemande arrivent à Salzbourg, conduisant à une transformation culturelle et religieuse de la Prusse orientale. La langue lituanienne et la religion de ses locuteurs, qui sont le plus souvent catholiques et parfois orthodoxes, reculent nettement au profit de la langue allemande et du christianisme réformé. C'est l'occasion pour l'État prussien de franchir un pas de plus vers son identité protestante et germanique. C'est autour de ce pays qu'un siècle et demi plus tard, en 1870, l'Allemagne sera constituée. Pour rappel, l'épidémie de peste la plus connue, ce n'est aucune de celles dont on a mentionné l'existence encore, puisqu'elle touche l'Europe entre 1347 et 1352, tuant 40% de la population du continent. C'est beaucoup. Et moi je me suis dit, ça a quand même dû changer pas mal de trucs. Alors j'ai cherché, mais force est de constater que c'est pas un domaine où on a beaucoup étudié, ni en histoire, ni en linguistique, l'impact que ça a pu avoir, sur la composition ethno-linguistique d'une région, d'un état, etc. blablabla. J'ai pas trouvé grand-chose, pour être honnête. Mais il y a un truc qui revient quand même pas mal. Parce que l'un des impacts supposés qui revient le plus, et pas l'un des moindres, c'est la fin du français comme langue en Angleterre et l'émergence et la constitution de la langue anglaise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour rappel, durant la seconde partie du Moyen-Âge, grâce à nos amis normands, le français a plutôt la cote en Angleterre. C'est la langue de sa bourgeoisie, c'est la langue de sa noblesse. La variété du français parlé sur l'île représente même un quart du corpus littéraire total de l'ancien français. C'est plus que la région parisienne qui en fournit à peine 10%. L'Angleterre est touchée par la peste en 1348 lorsqu'un bateau infecté venu de Bordeaux accoste à Melcombe Regis. L'épidémie est mentionnée dans des documents historiques dès juin 1348 et elle touche Londres en août de cette même année. 3 ans plus tard, un tiers des Anglais en sont morts. Yes, Cowdur. Mais ce chiffre, il cache des disparités assez importantes. La mortalité n'est pas la même dans tous les milieux ni dans toutes les régions. Les plus touchés, ce sont les citadins, puisque la mortalité de la population citadine s'élève quand même à 60%. Or, c'est là où vivent les classes moyennes et supérieures. C'est eux qui représentent en Angleterre le gros des locuteurs du français à l'époque. Après l'épidémie, donc, le nombre de francophones chute cruellement. De la même manière, au nord de la Danelaw, les descendants des Scandinaves parlant encore le vieux norrois sont très touchés. Une fois n'est pas coutume, afin de repeupler les territoires les plus décimés, comme à Londres qui a perdu quand même la moitié de ses habitants, on fait naturellement appel à des colons venant des régions les moins impactées. Des ruraux notamment. Forcément, c'est eux les moins touchés.
Et ces gens-là, ils parlent des dialectes du vieil anglais qui sont très variés. Par simple effet de reconfiguration du paysage linguistique, c'est-à-dire par effet de goulet d'étranglement et par effet fondateur, je vous invite à aller voir sur Wikipédia ce dont il s'agit, eh bien des particularismes linguistiques autrefois minoritaires et cantonnés aux campagnes gagnent en poids et finissent donc par prédominer. Il en aurait découlé alors ce qu'on appelle le grand bouleversement vocalique ou Great Voyal Shift en anglais, point de rupture majeure entre le vieil anglais et l'anglais moderne. Si vous ignorez ce que c'est, eh ben dites-vous que c'est cette profonde mutation phonétique qui a conduit cette langue à se prononcer radicalement différemment de son orthographe, qui était bien plus fidèle à la façon de prononcer du XIVe siècle. On est passé de fief à fave chez Shakespeare, puis à five aujourd'hui. On est passé de clean à clean, puis clean. De naam à name, puis à name. De root à root. De dune à down, puis enfin à down. De see à see. Si vous comparez avec de l'allemand ou du suédois par exemple, vous constaterez d'autant plus la proximité que l'anglais avait avec les autres langues germaniques avant la Grande Peste. Petite parenthèse, mais en Écosse, cette époque coïncide avec une significative augmentation du prestige associé au dialecte scots, originaire de Northumbrie, qui influencera plus tard l'anglais localement lorsqu'il s'y imposera. S'il est peu probable que la pandémie actuelle impacte le français autant que l'anglais le fut à l'époque, on va pas se cacher que les risques sont quand même très faibles, je me demande quand même personnellement si ça va pas impacter un peu les langues régionales en France. Parce que la majorité de locuteurs de celles-ci se trouvent quand même dans les plus anciennes générations. Si on prend l'alsacien par exemple, 74% des plus de 65 ans le parlent, contre 3% des moins de 17 ans. Alors si on observe un regain de l'apprentissage et de la transmission intergénérationnelle des langues régionales par endroit, le tissu associatif repose parfois sur ces seniors, qui représentent également une part substantielle de l'audience des médias en langue régionale. Or, force est de constater que la pandémie actuelle frappe surtout cette catégorie de la population. Et la pandémie elle est loin d'être finie, donc on va voir comment ça évolue, et si dans quelques années, rétrospectivement, l'augmentation du nombre de déchets chez les anciens aura eu un impact sur ces idiomes qui sont déjà bien fragilisés ou non. Wait and see, comme on dit les jeunes. Attendrez voir, comme disent les vieux. Toutes les cartes de cet épisode ont été réalisées en direct sur Twitch, sachez-le, et elles sont tirées d'une autre carte, elle aussi réalisée sur Twitch d'ailleurs, en cette période de confinement, celle des langues parlées dans l'Empire romain à son apogée en l'an 117. Et d'ailleurs, elle est même faite en latin, c'est une carte en latin, c'est super pour se la péter en société. Je vous invite donc à faire un tour sur la boutique si ça vous intéresse. En plus, c'est comme je disais, c'est écrit en latin et c'est quand même giga stylé. Et en plus, il y a plein d'autres visuels qui sont cool aussi. Il y a des t-shirts, il y a même des plaids. Donc voilà, abonne-toi, et si jamais tu ne veux pas contribuer sur la chaîne en recevant des articles par la poste en ces périodes où la poste peut-être qu'elle marche pas très bien, etc., juste lâche ton pognon sur Tipeee pour m'enrichir, mon jacuzzi va pas se payer tout seul, et sur Utip évidemment, parce que c'est bien connu, sur YouTube les créateurs sont très riches, et ils rackettent comme pas possible leur communauté. Et je sais pas du tout où je vais avec cette phrase, qui sera peut-être contestée, dénoncée, balancée sur Twitter, que sais-je. Je crois que c'est 25 secondes à tenir pour l'écran de fin si je coupe maintenant.